Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Et c'est parti, ça y est, on se retrouve tout simplement après un moment d'absence en termes de Rip Show, parce que j'ai sorti le hors-série avec Russell Westbrook. Si vous ne l'avez d'ailleurs toujours pas vu, je vous invite à aller le regarder, parce qu'il est super intéressant. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que c'est moi qui l'ai fait. Et la semaine dernière, voilà, j'étais un petit peu malade, donc je n'ai pas pu assurer le Rip Show épisode, je me souviens plus combien. Mais voilà, my bad, désolé pour ça. Après, ceci étant dit, c'est vrai qu'on avait une semaine et demie de basket dans les pattes. Là, on a 2 semaines et demie de basket dans les pattes à essayer de résumer relativement rapidement. Pas mal de choses à dire, même énormément de choses à dire, parce que on a eu donc, je crois qu'on s'était laissé avec une vidéo spéciale trade deadline, un petit rip show assez synthétique pour essayer de résumer ce qui s'était passé post-trade deadline et un petit peu avant le All-Star Game. Il y a eu le All-Star Game et après je n'ai pas sorti de vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de contenu. Là on se retrouve donc, on va faire un résumé tout simplement des 10 derniers matchs. Donc ça ramène juste avant la trade deadline. On va peut-être retourner un petit peu sur les matchs qu'on avait déjà résumés pour essayer tout simplement de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis ces changements dans ces différentes franchises, qu'est-ce qui s'est passé post-All-Star Break, parce qu'il y a quand même une bonne semaine de repos. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué parce qu'ils n'étaient pas sélectionnés All-Star Game. Il y a même des stars qui étaient sélectionnés All-Star Game qui n'ont pas joué. D'ailleurs, ça a un petit peu défrayé la chronique. Mais bon, après, on peut totalement comprendre quand on est dans la course au play-off, qu'on n'a pas envie de se faire mal, surtout quand on a vu là récemment Kevin Durant se blesser à l'entraînement. C'est un petit peu sensible ces derniers jours, et les joueurs sont un petit peu fragiles. Donc voilà, tout simplement, les bases sont posées, on s'assoit, on écoute, et c'est parti pour tout simplement le 13e épisode du Rip Show, si je ne dis pas de bêtises. 13e épisode, ça porte malheur. Et on attaque directement avec l'Injury Report. L'Injury Report, voilà, j'ai perdu les bases du streaming. Hop, l'Injury Report, et on balance le gros tableau ESPN NBA Injuries. On connaît la recette. On commence avec la malchance, tout simplement, les joueurs qui se sont blessés. Et ces derniers temps, je dois dire qu'il y en a un paquet. Il y a des joueurs qui sont revenus, mais il y a des joueurs qui se sont gravement blessés et qui vont mettre en péril l'avenir de leur franchise, sans déconner. On commence avec LaMelo Ball, son frère, qui s'est repété sa cheville droite, tout simplement. Ça, je vous rappelle, le classement des Hornets, ils sont 14e. Certes, ils sont sur un bon bilan collectif sur les 10 derniers matchs. Il n'y a pas eu beaucoup de moves, mais il y en a eu quelques-uns, je crois, du côté des Hornets. Mais ah oui, je crois qu'il s'était débarrassé de Mason Plumlee, si je dis pas de bêtises. Donc LaMelo qui a une saison un petit peu noire à l'image de son grand frère Lonzo qui ne va pas revenir tout simplement. Ça y est, il est out. Il va se faire opérer une deuxième fois cette saison si je ne dis pas de bêtises. Donc là les frères Ball très fragiles au niveau des genoux et des chevilles, alors que c'est 2 joueurs qui sont bourrés de talent, sincèrement, et on adore les voir jouer NBA. On a vu que Lonzo, il manquait énormément aux Chicago Bulls en termes de pression défensive, de role player, de QI basket, tout simplement de 3&D. Globalement, il a énormément, il a pesé dans la balance la saison dernière dans la réussite des Bulls, et son absence coïncidait totalement avec finalement la descente aux enfers en fin de saison. Descente aux enfers avec des grosses guillemets, mais bon, il y a un moment, il était quand même premier l'année dernière. Et là, cette saison, il court après le play-in, ils sont pas dedans, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu difficile. Et LaMelo, c'est un peu pareil, c'est un potentiel XXL, c'est le top 2 de la draft, top 2 ou 3 de la draft, si je dis pas de bêtises. Il avait été drafté derrière James Wiseman. Là, il était déjà pas là en début de saison parce qu'il s'était cassé la cheville. Là, il se la recasse. Ça, c'est un peu lourd et on n'a pas envie, ces 2 gros talents, diamant brut, etc., on a envie que ça continue. On enchaîne avec Dallas qui se voit un petit peu privé. Alors c'est beaucoup moins grave qu'on ne le pensait parce qu'il y a eu un IRM qui a révélé qu'il n'y avait absolument rien sur... Alors je sais plus, je crois que c'était son tendon d'Achille. Là il le précise pas forcément ici, mais c'était complètement clean, donc il n'y a pas de souci. Mais il s'est fait très très peur mardi.
On sait que Dallas, ça patine un petit peu. Vous allez voir après. Bon, là, ils sont quand même 5e ou 6e. Mais sur les 10 derniers matchs, ils ont un bilan affreux. Ils sont en 3 victoires, 7 défaites. L'arrivée de Kyrie n'a pas forcément apporté plus que ça. On a même senti vraiment des lacunes défensives qui leur ont empêché de gagner certains matchs. Mais Luka Doncic, qui était déjà au top, parce que je le rappelle, en début de saison, on l'annonçait déjà MVP. Puis c'était vraiment. Il était sur un petit nuage. Les performances ont un petit peu décru. Et le joueur. A été un petit peu amputé aussi par les blessures. Et ça fait vraiment mal du côté de Dallas, malgré l'apport de Kyrie Irving, mais qui, je pense, n'est pas suffisant et qui, d'ailleurs, je pense, partira à l'intersaison. Petit côté de Détroit, alors ça, c'est pas cool parce que bon, c'est Isaiah Stewart qui s'est fait mal à la hanche, tout simplement. Et qui là est en train de, comme ils disent, de dealer, de gérer un souci à l'épaule gauche. On sait que le pivot de Détroit est relativement intéressant. Très bagarreur, bien hargneux avec beaucoup de sols mais assez intéressant, donc ça fait un petit peu chier. C'est pas dramatique. On sait qu'il y avait également notre Frenchie qui avait été un petit peu écarté des parquets pour un souci à la main pendant 2 matchs. Bon, les Pistons, de toute façon, il y a pas de, globalement c'est l'image des Rockets. Il y a un vivier de talents, de jeunes hauts prospects draftés très haut dans la draft ces dernières années, mais ça ne clique pas pour l'instant. Donc voilà, du côté des droits, eh oui. Côté Golden State, qu'est-ce qui se passe? On a toujours notre petit Andrew Wiggins qui, pour des raisons personnelles, ne joue pas au basket. Et ça, c'est un peu relou. Je sais pas combien de matchs il a manqué, mais il en a bien manqué. Je dirais bien 4-5. Ça se trouve, je me trompe, mais de mon ressenti, il a été quand même écarté pendant longtemps. Pas de plus d'informations que ça, juste des raisons personnelles. On espère que ça va bien du côté familial et du côté personnel, mais ça ampute un petit peu les Golden State Warriors d'un vrai ailier. Et en parlant de poste 3, poste 2, toujours le Titi Gary Payton qui avait défrayé la chronique. C'était vraiment un scandale. Enzo était outré, mais il avait un petit peu craché sur son équipe précédente, c'est-à-dire les Portland Trail Blazers, qui lui avaient filé quand même le gros paquet, le gros sac. Et là, il va être évalué. Enfin, ça, on le savait depuis un moment, mais j'avais pas mis le doigt dessus, mais il va être évalué dans un mois, toujours pour des soucis en termes de ceinture abdominale. Voilà. On enchaîne, qu'est-ce qu'on a? J'ai relevé effectivement du côté des Clippers Norman Powell qui c'est alors la traduction, mais c'est subluxé voilà, l'épaule gauche, et qui va être évalué dans une semaine. C'était quand même un candidat au 6e homme de l'année. Il a énormément apporté malgré un début de saison un petit peu en dents de scie, mais le 6e homme des Clippers, on sent que ça fait un petit peu mal, même si ils sont quand même un petit peu étoffés, renforcés sur le banc. Ça ne leur empêche pas d'avoir un bilan collectif négatif ces 10 derniers matchs. Côté Lakers, le gros coup de tonnerre, c'était LeBron James qui, pour l'instant, manquait 3 semaines. Il s'était fait mal. On avait vu face à Dallas, il avait dit « I heard it pop ». Pour parler de sa cheville, c'était une entorse de grade 1. Mais on n'a pas eu plus d'infos. Pour l'instant, c'est une entorse de grade 1, donc il n'y a pas de déchirure partielle des ligaments de la cheville, donc ça, c'est relativement rassurant. Mais bon, voilà, ça touche un petit peu le tendon. Il va être évalué dans 3 semaines. Ça fait un petit peu mal aux Lakers dans le sens où on misait beaucoup sur finalement avec cette trade deadline. On misait énormément sur finalement la réussite du collectif avec LeBron James en forme, Eddie en forme, D'Angelo et puis tous les role-players qu'on avait ajoutés. Ça fait un petit peu mal. Ça n'empêche pas aux Lakers d'être enfin dans le play-in, d'être en 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs. 8-3 même si on rajoute post-trade deadline. Incroyable, tout simplement incroyable. On espère que LeBron James reviendra relativement vite parce que là il reste... Bon, là c'était le 2, on est déjà, si je ne m'abuse, je sors mon calendrier, on est le 11, donc il y a déjà 1 semaine et demie qui est passée, bien 10 jours. On attend encore 10 jours, je pense, avant qu'il soit réévalué. Ça lui laisserait, on va dire, 3 toutes petites semaines, et je dirais même 2 semaines de basket avant les playoffs. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit là pour les playoffs, pour le play-in. On espère d'ailleurs jouer notre carte pour les playoffs, mais ça fait un petit peu mal. Et puis il y a du Mo Bamba qui a été... problème à la cheville, je crois, entorse de grade 2 ou de grade 1, mais réévalué dans 4 semaines. Donc, un petit peu chier. Et puis, côté ça c'est le gros scandale, de toute façon, la NBA ces derniers jours, mais côté Memphis Grizzlies, Brandon Clark. Donc, on va partir sur le moins scandaleux, mais Brandon Clark, season ending, voilà, rupture du tendon d'Achille. Enfin, c'est pas rupture, mais c'est élongation du tendon d'Achille. Donc, c'est ciao. C'est fini Brandon Clark, fin de saison. Donc, Memphis Grizzlies...
Grizzlies France, je crois qu'il a envie de se pendre. Surtout que son franchise player a juste pull-up. Mais il y a des monstres dans ma gorge ou c'est quoi le problème? On revient. Ja Morant a clairement pull-up un gun sans aucune pression dans une story Insta. Il a eu. Ça a été une tempête médiatique avec même la police qui s'en est mêlée pour savoir s'il avait amené un flingue dans l'avion parce que c'était totalement illégal. Et dans les règles de l'NBA, amener une arme dans l'enceinte de l'NBA, c'est-à-dire collectif, donc c'est-à-dire stade, bus, avion, etc., tout ce qui a un rapport, c'est ciao. C'est 50 matchs de suspension. Donc là, pour l'instant, il a son 5 ou 6e, parce que là, il a été suspendu 2 games. Il va être encore suspendu 4. Ça fait mal du côté des Grizzlies, même si, ça tient quand même, ils sont en 5-5 sur les 10 derniers matchs. Ça patine un peu, ils se sont fait passer devant par Sacramento, mais ça fait mal. Et on finira cet injury report avec des nouvelles de Kat, donc du côté de Minnesota, qui visiblement est dans les étapes finales du rétablissement par rapport à son retour. Il fait pas mal de basket, etc. Pas mal de workout, mais ça n'empêche pas qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il va revenir. Voilà, je vous ai clairement traduit ce qui était écrit ici, mais il n'y a pas plus d'infos que ça. C'est plutôt positif en termes de mollet, parce qu'il s'était quand même blessé au mollet. Mais il est dans les étapes finales du rétablissement, mais ils ne sont pas capables de se prononcer. Et puis quand tu vois Minnesota qui est donc 8e, talonné par les Lakers, en plus hier ils ont perdu en overtime face aux Brooklyn Nets. C'est un petit peu dur. Et on finira donc, pardon, parce que j'avais un peu spoilé. Ah putain, j'ai complètement oublié ça par contre. Mais du côté de la Nouvelle-Orléans, donc Zion qui est toujours réévalué, on ne sait même pas s'il va revenir. Il y a José Alvarado également qui va être réévalué dans 3 semaines. Et Brandon Ingram qui s'est fait mal au pied. C'est la décadence, c'est la descente aux enfers du côté de Nola. Ça fait un petit peu chier pour le collectif. On rappelle, il était premier à un moment, donc j'ai failli lâcher un short à Enzo très très cher, mais ça m'arrange parce qu'ils sont plutôt 9e, c'est-à-dire dans les 10e, c'est-à-dire le pronostic que j'avais fait en début de saison. Et on terminera cette fois-ci réellement avec les Phoenix Suns et Kevin Durant qui va être évalué dans 3 semaines parce qu'il s'est clairement fait une entorse à la cheville grade 1 pour l'instant. Je suis pas sûr que ce soit... Non, je crois même que c'est grade 2. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est grade 2 parce que là ils disent réévalué dans 3 semaines, mais moi de ce que j'avais vu sur Twitter et même les insiders des Suns, c'était 4 à 6 semaines de rétablissement parce qu'il s'est vraiment... Il s'est savaté la cheville, quoi, le pauvre. Juste en voulant monter au dunk au warm-up, quoi. Donc, un petit peu chiant. Voilà, tout simplement pour ces petites injury reports. Comme vous le savez, on ne fait plus tout ce qui est trade rumors parce que c'est fini. Play of the Week, je ne le ferai pas non plus parce que... la chronique n'a aucun sens, je mettais que des highlights des Lakers ou des matchs que j'avais vus, donc j'ai pas suffisamment de temps pour. Mais ça ne nous empêche pas de remboîter directement sur ce qu'on appelle le bilan de la semaine. Bah oui, le petit bilan de la semaine. Bilan des 10 derniers matchs, quoi, des 2 semaines et demie qui se sont déroulées. Et on va attaquer directement. Je vous mets le gros tableau. Paf! Voilà, avec le classement général. On va se le caler comme il faut là. Oh là là, c'est pas du caviar ça. Et on attaque avec l'Est, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Est? Il s'est passé énormément de choses. Déjà, on a vécu une winning streak mais complètement folle de Milwaukee. Je vous mets juste leur winning streak, mais voilà. Ça a commencé en janvier, mais ça a été un autobus jusqu'à Philly qui leur ont pété la gueule, et là ils repartent sur 3 victoires d'affilée. C'est indécent, les mecs, c'est juste un putain d'autobus, c'est illégal. Ils passent enfin premier, ils déroulent totalement. Giannis est complètement en feu. Je vais avoir l'occasion d'en reparler d'ailleurs tout à l'heure, mais voilà, le bilan depuis la trade deadline et depuis le dernier podcast, c'est 9 victoires, 1 défaite. Voilà. Les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, 1 défaite. Ça pourrait être 10 victoires, 0 défaite s'ils avaient gagné face à Philly. C'est indécent, c'est actuellement la meilleure équipe de la ligue en termes de bilan. Les cadres sont au rendez-vous. Chris Middleton est bien revenu. Jrue Holiday assoit son statut de All-Star. Giannis est revenu totalement en force malgré quelques matchs sans ces derniers jours. Mais voilà, rouleau compresseur, Brook Lopez, c'est un sniper. Enfin, il n'y a rien à dire sur l'équipe, si ce n'est que pour moi, ils ont toutes les armes pour devenir champion. La saison dernière, ils auraient pu l'être sans aucun problème. Ils auraient pu faire le back-to-back, mais Giannis était un petit peu seul et esseulé face à des Boston Celtics bien mieux entourés et en forme.
Mais donc à l'Est, ceux qui trônent en haut de la ligue et en haut de l'Est, c'est Milwaukee. Milwaukee qui passe devant donc Boston. Boston qui, comme on peut le voir, est en 5 victoires, 5 défaites. Ils ont un peu patiné, ils se sont notamment fait péter la gueule plusieurs fois en overtime. Je crois que, si je dis pas de bêtises, ils ont laissé 4 des plus gros comebacks de la NBA se passer sous leur nez, on va dire. Ces 10 derniers matchs, ils sont tapés du Cleveland, du Brooklyn, du Knicks qui sont revenus. Je crois même les Clippers sont revenus face à eux. Je vais juste mettre le calendrier pour voir. Mais ça a été indécent. Alors que l'équipe est plutôt dans une bonne dynamique, ouais, voilà, c'est ça. Brooklyn, Knicks, Cleveland et Knicks encore, je crois, ça a été des comebacks complètement hallucinants. Bon, ils se refont une cerise en gagnant face à Portland. Ceci étant dit, Portland, c'était pas non plus l'équipe la plus aiguisée de la NBA. Mais ça patine un peu côté Boston. Ils sont toujours dans un très bon rythme. Les cadres sont toujours extrêmement présents. Il y a une baisse de régime. Je pense que finalement, ils restent quand même sur une courbe, une pente ascendante, mais avec un faible dénivelé, si on veut parler mathématique, parce qu'il y a juste des équipes qui se sont réveillées. Je pense notamment à Philly, Embiid est complètement unleashed, il en a rien à foutre, il roule sur tout le monde. Hier, il a mis un fadeaway sur la gueule de Jusuf Nurkic pour sceller la victoire face à des Blazers qui étaient plutôt en forme, avec le retour d'Anferni qui avait fait énormément de bien aux côtés de nos amis de l'Oregon, mais non, je pense que Boston est toujours en forme et une belle constante, mais comparé à d'autres équipes qui ont un plafond de verre bien plus élevé, hein, je maintiendrai toujours que, bon, en plus je crois du côté de Boston, Robert Williams, c'est le yo-yo, c'est un coup il est sur le parquet, un coup il est blessé, et quand t'as pas de vrai poste 5, no disrespect à Al Horford, sincèrement, mais le problème de Boston restera toujours le même, ils ont besoin d'un grand, et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs jamais allés... ils sont quand même allés très loin, je veux dire, ils sont allés 3 fois en finale de conf et 1 fois en finale, donc il n'y a rien à dire sur ça. Mais bon, voilà, Boston, s'il vous plaît, prenez un grand, ça vous fera gagner des titres. On enchaîne avec Philadelphie, 7 victoires, 3 défaites, comme on peut le voir, sur une winning streak de 4. Très très en forme, voilà, ils sont revenus, ils sont partis très très loin. Je vous rappelle que Philly en début de saison, c'était dans ces charts là, et même pendant très longtemps, ils ont été abonnés à la 7, entre la 7 et la 10e place. Voilà, hein. James Harden est de retour parce qu'ils ont comme été privés de James Harden et de Joel Embiid, donc ils ont une saison assez difficile, mais bon, ça déroule. Ils se sont débarrassés des joueurs dont ils n'avaient plus besoin. Je pense à Matisse Thybulle par exemple, Tobias Harris, bon role player, Tyrese Maxey, excellent role player. Enfin, c'est des gars qui sont capables d'artiller, d'être là en fin de match. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, sur Philly, c'est un très très bon contender. Je suis pas sûr que ça dépassera, selon moi, les demi-finales de conf. De toute façon, c'est le problème de la franchise, c'est est-ce que Embiid, avec cette écurie-là, et même Doc Rivers, avec cette écurie-là, ils vont être capables d'aller en finale de conf, parce qu'ils se sont fait barrer la route plusieurs fois, que ce soit par du Bucks, par du Celtics, par du Heat, si je dis pas de bêtises, ça se trouve je me trompe, mais voilà, il y a 2 ans c'était Atlanta qui leur était passé devant. Enfin, il faut qu'il y ait un step, un cap qui soit passé. Ceci étant dit, en saison régulière, ça déroule toujours. Côté Cleveland, pareil, un petit peu en deçà, une équipe qui a vraiment montré les crocs très très puissamment en début de saison et qui depuis... de toute façon, c'est des équipes, hein, les 4 dont je vous parle, à part les Bucks qui ont récupéré Jake Crowder et même Goran Dragic, mais les équipes dont je vous parle, elles n'ont pas fait de gros moves à l'intersaison, hein, tout simplement. Cleveland est resté fidèle à sa line-up, très très solide. Donovan Mitchell qui garde un rythme de croisière, enfin l'équipe globalement garde un rythme de croisière très convaincant. Ils ont les 2 tours dans la raquette, donc Jarrett Allen et Evan Mobley qui sont 2 contenders au titre de DPOY, j'en parlerai tout à l'heure. Ça déroule, c'est une équipe qui va être très chiante à prendre en 7, je pense. Si on a un affrontement là actuellement, Knicks-Cavs, ça va en 7, hein. Ça va en 7 et je pense que il y a une culture à l'instant chez les Knicks. Je pense qu'ils n'auront pas le leadership et le mental pour gagner en 7 face à une équipe comme Cleveland, mais ça pourrait être un match-up incroyable au premier tour, sans déconner. Et le vainqueur sortirait très très fatigué et le vainqueur devrait se taper un Milwaukee au second tour. Et ça, je pense qu'il n'y a plus d'une équipe qui vont tousser. On parlait des New York Knicks, mais les New York Knicks, depuis l'arrivée de Josh Hart, donc depuis, parce que c'était la retrouvaille pour ceux qui ne le savaient pas, mais retrouvaille entre les 2 poteaux de Villanova, donc l'université dans laquelle était Jalen Brunson et Josh Hart, mais c'est l'amour fou. Bon, malgré la trash talkers qui s'est passée, ils étaient sur une winning streak de 8 ou de 9 je crois.
depuis le All-Star, depuis la trade deadline. Là, ils sont en 8-2 sur les 10 derniers matchs. Je crois qu'ils ont pris 2 défaites d'affilée à cause de trash talk, hein. Bien sûr, toujours, faut les blâmer. Mais ça déroule, on a retrouvé un basket super intéressant, je trouve, très complet, 48 minutes d'intensité folle. 48 minutes où je pense qu'à la fin de la saison, Tom Thibodeau, il va devoir rendre des comptes à ses joueurs en leur donnant, je sais pas, de la santé par exemple, parce que quand on voit des Emmanuel Quickley qui font genre 54 minutes et qui jouent à fond, franchement, il y a une moyenne de minutes de jeu chez les joueurs des Knicks qui est juste indécente. Ceci dit, ça paye. Josh Hart je vais en parler tout à l'heure, mais il a des statistiques mais à l'opposé de ce qu'il pouvait proposer à Portland. Là, il est complètement libéré, complètement on fire, hein, tout simplement. Il n'y a rien à dire. C'est pas du tout le même joueur, pas le même en fait, c'était le profil qu'il y avait à la Nouvelle-Orléans, mais en mieux, et que Portland n'a pas réussi à éveiller pendant la saison et demie. Non, la saison même, parce qu'il est arrivé en milieu de saison la saison dernière. Donc pendant la saison, quand il était chez eux. Et ça déroule. Jalen Brunson, ça déroule. Julius Randle, ça déroule. RJ Barrett, dans un certain contexte, fait le café aussi. Emmanuel Quickley devient très 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 sérieux contender pour le titre de 6e homme de l'année. Je le place là quand même, mais il y a une culture de l'instant, bien évidemment. Il y a des profils qui ont été réguliers sur toute la saison. Mais là, ils montent dans les odds, ils montent dans les rankings. Donc voilà, pour New York, ça déroule. Je pense que c'est une équipe c'est très très bien installé en play-off, sans déconner. Et je pense qu'ils vont le rester sur la fin de saison, sauf blessure, sauf catastrophe. Mais là, ils sont tellement bien en rythme que non, là, on va les affronter, je crois, le prochain match. Ça va être dur. Ça va être dur. Sans LeBron James, c'est un match coup près. Tu te casses les dents en fait sur cette équipe-là parce qu'ils sont bien préparés, ils ont le couteau entre les dents, il y a du hustle. Après, ça sera à domicile, donc à voir, mais voilà, du côté de New York. Côté Brooklyn Nets, post-trade deadline, j'en parlais, mais ils s'étaient quand même bien renforcés. Mine de rien, malgré la disparition de leurs deux cadres, l'effectif que je vous remets sous les yeux, il est plutôt correct. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Ils ont même signé Nerlens Noel, d'accord. Ils se retrouvent avec de la profondeur de banc, des role-players qui sont présents. Je veux dire, je sais pas quel est leur 5 majeur, je vais regarder. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Tu mets du Spencer Dinwiddie et du Mikal Bridges en garde. Okay. Ils mettent Mikal en 2, d'accord. Mais tu te retrouves avec un backcourt. C'était 2 role-players dans 2 franchises qui fonctionnaient bien. Donc impec. Toujours Nick Claxton qui fait le café. Dorian Finney-Smith qui est un bon 4 et bon 3&D. Et Cam Johnson qui demande des minutes. Et encore, là, ils font pas rentrer Utah. Moi, ça me paraît logique finalement avec l'effectif qu'ils ont. Mais tu te retrouves avec Cam Thomas qui perd des minutes. Je suis très surpris parce qu'il a vraiment fait plus que le café. Après, je les ai pas suivis, donc je sais pas comment ça s'est passé les autres matchs. Tu balances du Royce O'Neal qui fait vraiment le taf, du Seth Curry et du Joe Harris pour artiller. C'est un collectif qui globalement réussit bien. C'est ce que j'avais de toute façon prédit dans la... Putain, ça c'était quand ça marchait du côté des Nets. C'est un collectif qui, voilà, comme on peut le voir, depuis la trade deadline, donc depuis le 11, ils ont essuyé pas mal de défaites, mais ils se rétablissent plutôt bien et ils essayent de trouver un équilibre. Moi, c'est ce que j'avais prédit de toute façon avec Brooklyn, c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils arrivent à hold une place dans ces eaux-là, entre 6 et 7, et qu'ils aillent en play-off. Certes, qu'ils se fassent sortir premier tour, ça sans aucun doute, parce qu'ils n'ont pas les ressources. Ils vont bénéficier finalement des travaux qu'ont proposé Kevin Durant et Kyrie Irving, tout simplement. Je suis désolé si on entend mon ordi, parce que là, il est en train de carburer, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, Brooklyn... fait le taf avec un bon collectif. À l'image, ça ressemble un petit peu à un collectif comme Utah qui se retrouve avec plein de role-players de seconde option dans différentes équipes à différents niveaux de ranking et qui finalement ensemble marchent bien, plutôt bien coaché par Jacques Vaughn qui arrive à quand même à tenir la baraque avec un existant, parce qu'il n'y a que 2 joueurs qui sont partis dans l'affaire. Tu te retrouves avec un existant, tu te retrouves avec des bons joueurs et tu as finalement un Brooklyn Nets post Kevin Durant en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je pense que ça va réussir à maintenir le cap. Surtout qu'ils ont un petit peu d'avance. Après, du côté des Heat, Miami, pas grand-chose à dire en fait. Genre, c'est décevant par rapport à l'effectif qu'ils ont. Alors, ils ont été beaucoup blessés, mais bon, il n'y a rien qui s'est passé à la trade deadline. Ça avance pas beaucoup. Kyle Lowry, ça clique pas. En plus, il est blessé. Donc voilà. Après, voilà. On arrive dans un... en tout cas, selon moi, à l'Est, on arrive dans un void où les équipes sont moins intéressantes et la course, parce qu'il y a quand même une putain de course au play-in, faut pas déconner, mais regardez juste, entre le 9 et le 13e, il y a que 5 victoires d'écart.
Et surtout qu'Orlando pousse très très fort. Mais Miami, il n'y a pas grand chose à dire. Atlanta, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Bon, ils ont récupéré Quinn Snyder, c'est en 5-5. Toronto, c'est en 5-5. Hier, on les a tapés. Mais bon, Toronto, pareil, je pense que c'est une équipe qui a sa place en play-in. Honnêtement, je préférais voir Toronto qu'Atlanta en play-in, selon moi. En plus, ils ont un très très bon collectif. On l'a vu hier face à nous, ils ont une défense qui est huilée. Je pense un coaching qui sait bien cibler les joueurs parce qu'ils ont vraiment éteint Eddie. Donc c'est globalement une franchise maligne, un ensemble, une organisation qui est très maligne et je trouve ça très décevant de les voir à ce niveau-là. Il y a eu des incidents, il y a eu des blessures, etc. Mais leur problème c'est le manque de profondeur de banc, c'est évident. Mais bon, après côté course au play-in, voilà, qu'est-ce qu'on a ? On est soit à l'équilibre, soit dans le négatif. Côté Washington, Chicago, Chicago c'est pareil, c'est décevant au plus haut point. Indiana, ils ont subi l'absence de Tyrese et puis les équipes se sont renforcées, les équipes se sont mis en rythme et là c'est très difficile d'aller chercher un play-in. J'aimerais bien voir Indiana au play-in, sincèrement, plus que Washington, plus que Atlanta, en étant très sincère. Mais voilà, puis après on a le Magic qui... Et toujours dans cette course assez intéressante à ne pas être dernier, avoir un collectif de jeunes qui est plutôt bien huilé, qui fonctionne bien, avec des gars qui savent prendre leurs responsabilités, Paolo Banchero qui est entouré des frères Wagner, avec du Wendell Carter, etc. Moi je trouve que c'est plutôt cool, côté Orlando, et puis côté Hornets, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un mini putsch qui sont en 7-3 sur les 10 derniers matchs. Bon, je pense qu'ils iront pas en play-in, ça c'est évident, mais voilà, et puis Détroit fidèle à eux-mêmes, 0-10, pas de victoire. Côté Ouest, parce que là on a fini à l'Est, côté Ouest, c'est là où finalement ça devient intéressant. En tout cas, il y a une course similaire au play-in, mais elle est encore plus dense, parce que là il y a vraiment un écart beaucoup moins prononcé entre tout simplement le 4e et le 13e. Bon, là, Portland, il commence à prendre l'eau un petit peu, mais... tout simplement, là les Lakers pourraient aller chercher une 4e position sans aucun problème. Je dirais que 4 victoires d'écart entre les Lakers et les Suns, par exemple. Donc, conférence Ouest, on attaque avec le haut Denver, seul en tête, largement seul en tête, sans aucun problème. Même si là ils ont essuyé 2 défaites d'affilée, ils sont en 7-3 sur les derniers matchs. Jokic un petit peu en baisse de régime, mais toujours aussi convaincant quant à son rôle et puis son statut de meilleur joueur de la ligue, je pense, tout simplement. 46 victoires, 21 défaites. Le fait de se séparer de Bones Island n'a pas causé plus de soucis que ça. Ils sont toujours dans un bon rythme. Ça a apporté pas plus ou moins finalement. Et du côté des Clippers, c'est pas non plus... c'est pas criant. Donc le move de récupérer Thomas Bryant n'était pas ni mauvais ni bon finalement. Côté Kings, Kings, ça y est, on repasse devant. Les Kings sont 2e de la conférence Ouest. Ils sont en 39-26. 8-2 sur les 10 derniers matchs. Ils ne se sont pas renforcés. Ils ne se sont pas affaiblis à la trade deadline. Ils sont restés eux-mêmes. Et ça déroule. Ils passent devant des Memphis Grizzlies, certes amputés de problèmes médiatiques et de blessures. C'est évident, parce qu'on rappelle que Steven Adams n'est toujours pas revenu. Brandon Clark est écarté des parquets. Et Ja Morant est écarté des parquets parce qu'il est con. Donc c'est une équipe, pareil, en playoff, Memphis. Ils peuvent clairement repasser devant quand Ja va revenir. C'est évident, mais Sacramento qui déroule, tout simplement déroule, prend sa place de 2e, ex-aequo avec Memphis. Memphis qui eux sont un petit peu dans le dur, mais globalement Memphis c'est un petit peu à l'image de Boston, c'est une franchise qui a tapé très très fort en début de saison et qui n'a pas une montée en puissance tant que ça, donc là ils sont un petit peu emmerdés par différents facteurs on va dire, mais c'est vrai qu'ils ont eu quand même la montée en puissance de Jaren Jackson Jr. qui est DPOY en puissance sans aucun souci, mais on a vu des Desmond Bane perdre en régime, des Dillon Brooks être toujours aussi chien gueulard mais pas si impactant que ça, un Ja qui perd un petit peu aussi en intensité, donc un petit peu Memphis un petit peu déçu, alors ils n'ont pas fait de move à la deadline, et puis je pense que surtout depuis l'absence de Steven Adams à l'intérieur, ça pêche un petit peu parce que c'était quand même un gros rebondeur qui faisait largement son double-double tous les soirs, donc Memphis toujours 3e, un petit peu dans le dur, mais je pense que ça va assurer sans aucun problème une place en playoff. Ja va revenir d'ici une semaine je pense, donc voilà. Côté Suns, malgré la terrible nouvelle de Kevin Durant qui n'a joué peut-être que 1 ou 2 matchs avec sa nouvelle équipe, impatient de jouer à domicile, il se blesse et il est absent jusqu'au playoff, tout simplement, donc ils auront peut-être la chance d'avoir Kevin Durant en playoff.
Ça ne leur empêche pas, bien sûr, d'être en 7-3 sur les derniers matchs, sur une winning streak de 4. Le collectif est relancé. Honnêtement, ça déroule. Hein. Si je dois être très sincère, du côté des Suns, ça déroule. Devin Booker a retrouvé son adresse. Chris Paul est redevenu le point god. DeAndre Ayton arrête de jouer à la play. Enfin, globalement, le collectif s'est remis sur les rails. On rappelle qu'il y a quand même il y a quelques semaines, ils étaient un petit peu dans le dur. Ils étaient descendus même 10e, je crois, 9 ou 10e. Enfin, ils étaient vraiment en descente aux enfers. Puis ils sont rétablis. De toute façon, ils ont les outils pour. Alors, c'est vrai que l'absence de Kevin Durant pêche un peu parce que dans la balance, finalement, ils se retrouvent sans un Cam Johnson, sans un Michael Bridges. Donc, et puis bon, ils ont perdu Jake Crowder, mais ça leur fait un bien fou. Mais, pardon. C'est vrai que. Bon, l'équipe est en réussite, mais comme je le disais, voilà, on est qu'à. Je prends l'exemple des Lakers, mais les Lakers sont qu'à 4 victoires de Phoenix. Donc rien n'est fait, surtout quand tu sais qu'il reste une quinzaine de matchs et que tout est possible sur ces dernières semaines de NBA. On enchaîne avec donc les Clippers, très décevants, avec une trade deadline super active, très très proactive, qui sont en 4 victoires, 6 défaites. Alors là, ils sont quand même sur une bonne winning streak de 2. On a eu un Russell Westbrook pas mal décrié, qui est arrivé chez eux. Je remets un petit peu, on pourra prendre le match qu'ils ont joué face à Toronto, ils sont en 108. Hop, on va mettre le petit box score, s'il vous plaît, voilà. Voilà, un Westbrook qui finalement fait son café, hein, fait ce qu'il sait faire de mieux. Hein. The heart of your teams, the heart of Southern California, Valley. Je me suis fait peur, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est possible que vous l'ayez entendu en plus. Ça m'a déchiré les oreilles cette saloperie, surtout qu'il n'y a pas de match. Mais Westbrook qui d'ailleurs, depuis son arrivée, est plutôt juste, avec des plus-minus étrangement dans le positif. Une régularité, moi je suis content pour lui en étant très sincère, et là il a le smile, du coup ça me fait vraiment très très plaisir, et qui depuis l'arrivée aux Clippers, est en plus-minus positif, distribue plus, perd plus de ballons parce qu'il est dans le 5 et qu'il joue plus de minutes, mais voilà, meilleure adresse, 3 points on n'en parle pas, mais il a retrouvé finalement un petit peu son jeu dont il était capable en fait ces dernières saisons, et ça fait plaisir. Bref, ça c'était mon aparté sur Westbrook parce que j'adore le joueur. Mais donc les Clippers, ça patine un peu, voilà, c'est en 35-33, rien de convaincant. On va dire l'équipe qu'on attendait tant que ça, finalement, ne sera même pas première. Ils sont même pas garantis d'être en play-off. Hein, c'est très décevant. Ils ont les ressources pour, ils ont la profondeur pour, mais bon, après quand t'es mal coaché, ça joue. Côté Dallas, c'est la même chose. 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs, ça ne marche pas. Ils vont être amputés de Doncic. C'est 2 équipes où c'est oui et non, c'est pas intéressant, et globalement ça patine. Pareil pour Golden State, ça patine. Alors ils ont été amputés de Stephen Curry également. Ils n'ont pas Andrew Wiggins. C'est des équipes qui sont un peu gênées, mais globalement toutes les équipes dans cette range-là sont gênées. Hein. On va pas se mentir, même. Je rajoute même les Pels, ils sont gênés. Et on pourrait rajouter même Portland. Il y a énormément de blessures et aucun effectif est au complet. Mais voilà, un côté, si je dois prendre Golden State et Minnesota, c'est presque à l'équilibre. Hein. Ces 3 équipes, elles sont dans un mouchoir de poche. Je peux même rajouter les Lakers qui viennent de faire un tout petit break face aux Pels, enfin break si on peut appeler ça un break, ils ont une demi-victoire d'avance, mais c'était une grosse victoire importante, surtout que je pense que ça va perdre face aux Knicks, mais voilà, Minnesota, Golden State, ça fait le yo-yo, un coup c'est 5e, un coup c'est 10e, et ça depuis presque 3 mois, donc voilà. Bonne nouvelle, j'en parlerai un petit peu plus en profondeur, mais les Lakers qui font le putsch, 7 victoires, 3 défaites, je crois qu'ils sont en 8-4 sur les 12 derniers matchs depuis le All-Star, depuis la trade deadline, pardon. Winning streak de 3, ça clique. Hier, une win super convaincante. L'effectif n'a pas LeBron James, et l'effectif a une capacité vraiment d'aller chercher une 4e place, donc ça fait très plaisir. On croise les doigts, surtout qu'on a un calendrier qui est relativement clément sur les jours qui arrivent. On va se taper certes les Knicks, mais après on va avoir la chance de pouvoir jouer du Houston, du Orlando, du New Orleans sans leurs joueurs, et puis même un petit coup de Oklahoma City si je ne dis pas de bêtises. Et puis New Orleans, pareil, 3 victoires, 7 défaites, c'est la difficulté à l'état pur, personne n'est là, c'est pas grand chose à dire, hein. Trade deadline pas très active, mais ça on va pas leur en tenir rigueur, mais bon voilà, c'est dur, et on espère, on leur souhaite qu'ils feront quand même les playoffs, ou en tout cas au moins le play-in, mais bon, il y avait tellement d'expectations derrière eux, et finalement pour cause de blessures, hein, l'absence de Zion, on sent que c'est lui le franchise, c'est pas Brandon Ingram, et qu'il y a des choses à corriger, donc voilà. Après
On finit ceux qui ne sont pour l'instant pas en play-in. On part du bas, hein. Houston, San Antonio officiellement out des playoffs. De toute façon, eux, ce qu'ils cherchent, c'est Wembanyama. Oklahoma City et Portland sont décrochés de cette, on va dire, de cette micro-course au play-off. Au play-in, tout peut changer très très rapidement. Mais bon, Portland est dans un calendrier qui est super dur. Enzo, s'il avait été là, il aurait pu vous en parler, mais voilà. Bon, là, ils vont affronter la Nouvelle-Orléans, donc c'est un match-up direct, ça pour leur faire du bien. Mais après, ils affrontent New York, Boston, Clippers. Ces deux matchs-là, même ces trois matchs-là, ils vont être durs à aller chercher. Après, ils ont un petit répit. Ça, c'est des matchs qu'ils pourront gagner. Mais ils n'ont pas un calendrier facile du tout. Donc, on espère que ça reviendra. Mais bon, ils ont été amputés par pas mal de blessures. Et puis, Damien ne suffit pas. J'en parlais peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais Damien ne suffit pas pour gagner. En tout cas, il ne suffit plus comme il a pu le faire avant. Et ça fait mal. Et puis Utah, on sent clairement que là, ils cherchent... Là, ils ont win hier, je crois, mais c'était une win importante, parce que je sais plus contre qui ils ont gagné. Attends, c'est peut-être être ici game. C'était pas hier, c'était avant-hier, merde. Très bien, l'application est nulle. Ouais, ils ont gagné face à Orlando, mais on sent que ça va aller en playoff. Que ça veut tanker plutôt. Donc voilà. Fini tout simplement pour cette petite, ce petit bilan de la semaine, même gros bilan de la semaine, parce que ça fait bien 20 minutes que je parle de ça non-stop, voire plus, mais il y avait pas mal de choses à dire. Ça nous permet d'enchaîner avec la chronique joueur de la semaine, tout simplement, le petit joueur de la semaine. Je mets le tableau. Et là, en fait, j'ai fait une sélection de plusieurs joueurs parce il s'est passé pas mal de choses. Donc on va commencer à l'ouest. J'ai trouvé ce petit site qui est tout mignon et qui a parlé des 10 derniers matchs qui ont été joués. Mais donc je voulais parler de Jokic tout simplement. Jokic, hein. Globalement en fait le jour de la semaine n'était pas très compliqué à choisir parce que en fait il y a juste deux gars, hein, si on doit faire à l'est et à l'ouest. Il y a Giannis il y a Giannis et Jokic, c'est tout. Et encore là, Giannis il a fait 2 matchs où il a pas beaucoup joué. Pour des raisons que j'ignore en étant très sincère, mais voilà quoi, les lignes de stats de Giannis, 26, 9, 6, des field goals indécents, ça bloque plus trop, hein, mais c'est juste clean, et Jokic c'est pareil, des field goals de ne plus savoir quoi en faire. Pour moi Jokic mérite d'être MVP, hein, tout simplement. Vous voyez 22, 14, 9, et je sais pas si sur la saison, attendez je vais vérifier. Sur la saison, je sais pas si Jokic il est encore en triple-double, mais c'est le numéro 21, 15. À chaque fois, je me trompe. Jokic est encore en triple-double sur la saison, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais s'il devait y avoir 2 joueurs de la semaine, ça serait évidemment Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, sans aucun doute. Il me fait chier ce truc. Sans aucun doute. Mais voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, je voulais quand même mentionner spécialement certains joueurs, notamment à l'Est. Joel Embiid. Joel Embiid, c'est clean, hein, puis... je joue aussi, on va dire les victoires pèsent aussi dans la balance pour ma décision. Et Giannis en 9-1, Jokic en 7-3, Embiid en 7-3. Ça déroule, il n'y a rien à dire. 33, 9-4, c'est juste irréel. Là, on banalise quand même le fait qu'il y a plein de joueurs à plus de 30 points de moyenne, et ça, c'est fou. C'est fou parce que c'est. Il y a quelques années, le rythme de l'NBA a totalement changé, mais il y a quelques années, il y avait 2 joueurs au-dessus de 30 points, et c'était déjà incroyable. Donc voilà, après, à l'Est, je voulais quand même mentionner, je sais pas pourquoi j'ai sélectionné Jalen Brunson, mais je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pour saluer la performance des Knicks, mais je vais le dégager. Mais à l'Ouest, il y avait aussi De'Aaron Fox. Voilà, 8 victoires de défaite en collectif, 32 points, presque 7 à 6, 4 rebonds. Une ligne de stats indécente face à des équipes plutôt costaud, hein, je veux dire Knicks, Clippers, Phoenix, Dallas, voilà, ça déroule des pourcentages très très sérieux, hein, 73, 63, 57, 54, c'est super clean et ça envoie, hein, quoi. Là vraiment on a le franchise player de toute façon de nos amis des Kings, tout simplement. Il y a eu un moment de débat avec Sabonis, mais voilà, les joueurs de la semaine, c'est eux, sans aucun doute. Si je dois vraiment leur donner... les joueurs de la semaine. Les joueurs des 2 dernières semaines, je dois donner Jokic et Giannis, parce que c'est les 2 candidats au MVP, c'est indéniable, mais je voulais quand même récompenser notre ami Embiid et De'Aaron Fox en les mentionnant, et également
parce que voilà, on l'oublie. Mais alors, 37-7-7, voilà. 37-7-7, ça fait que perdre. C'est le bilan est affreux, hein, 3 victoires, 7 défaites. Mais Damien Lillard. Monsieur Damien Lillard, quoi. 40 points, 39 points, 71 points, 41 points, 41. Je vous ai même pas eu, mais il a mis 71 points. À 22 sur 38, 13 sur 22, 14 sur 14. Il est illégal et ce qu'il fait, c'est incroyable. Juste, il est dans une franchise qui n'attire pas. Il est relativement bien entouré, mais amputé par les blessures, que ce soit lui, son équipe, etc. Donc ça empêche de gagner, c'est évident, mais c'est une machine à stats et il est juste incroyable. Voilà. Il a 47% sur les 10 derniers matchs. C'est fou. c'est juste fou et il est même à presque 39% à 3 points avec un volume de tir de 12 tirs par match. Enfin, c'est quand même XXL. Donc je voulais quand même le récompenser, même si, entre nous, ça ne suffit pas, évidemment, à être le joueur de la semaine. Un petit coup sur l'exotique, là, j'ai clairement 2 gars qui sortent comme le nez au milieu de la figure. C'est évidemment... Attendez, que je vous le mette. On va commencer à l'ouest, parce qu'on était à l'ouest. Paf, notre ami Austin Reeves, du côté des Lakers, que j'ai clairement envie de mentionner, parce que je l'ai vu, là, je le vois vraiment jouer, parce que je regarde quasiment que les matchs des Lakers, étant très sincère, j'ai pas le temps de faire le reste. Mais Austin Reeves, 13 points, 4 assists de rebond. Il est à 57, mais enfin voilà, il est en 57, 45, 85. C'est illégal. C'est un gars en sortie de banc, il plante. Là, sur les derniers matchs, il sort 17, 19, 16, 17, 18. Et ça se voit pas, là, entre guillemets, dans ses stats, mais l'impact qu'il a, bordel, ce chien, sur la franchise, et sur les victoires de la franchise, elle est incroyable. Quand ça va pas, bam, tu mets un coup d'Austin Reeves, ça va t'envoyer des cailloux de loin. Il envoie des missiles de loin, ça tire, c'est clutch. Je l'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup critiqué les Lakers sur leur défense. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure parce qu'ils sont devenus première défense depuis la trade deadline. Mais c'est un hustle de fou. Des gains de Beatles, mais putain, le jeu de Larry Bird à des moments, c'est incroyable. Et franchement, ce qu'il peut apporter, on voit même qu'il distribue, quoi. Tu vois, puis il y a un QI basket, très sincèrement. C'est un gars qui est undrafted, mais il y a un QI basket qui est énorme. Vraiment, il y a un potentiel de fou. C'est un Alex Caruso 2.0. Après, j'espère qu'on va le garder, tout simplement. Je crois qu'il reste une année sous contrat. Contrat au minimum d'ailleurs, mais après je pense qu'il peut demander clairement avec les contrats télé, c'est un profil qui pourra clairement demander 15 à 20 millions l'année sans aucun souci. Après, est-ce qu'il le mérite en termes de proportionnalité, de mérite, ça c'est toujours un autre débat, mais Austin Reeves, bordel, quel apport de fou. Et du coup je switch à l'est pardon, avec notre ami Josh Hart, j'en parlais tout à l'heure, mais depuis qu'il est arrivé chez les Knicks, c'est le jour et la nuit, c'est 61% à 3 points. Alors d'accord, il prend que 2 tirs par match, mais voilà, 1 sur 2, 1 sur 1, 1 sur 1, 2 sur 3, 3 sur 5, 4 sur 6. C'est ça. C'est la grosse Bertha, ça Artie, il a rien à foutre, 63% au field goal, c'est un vrai poste 3 comme il était chez la Nouvelle-Orléans, mais en mieux. Ça prend des rebonds, ça fait des passes. Ça a un impact aussi défensif, ça coupe les lignes de passe et là il s'amuse, il est épanoui en tout cas du côté des Knicks. Et est-ce que c'est l'effet Jalen Brunson, je retrouve mon copain, j'en sais rien, mais en tout cas c'est les 2 gars sans aucun doute qui ont un réel impact sur leur franchise en tant que role player, en tant que exotique player of the week, parce que on a eu beaucoup de mal, et j'ai eu beaucoup de mal à déterminer exotique player of the week, comment je fais, blablabla, parce qu'à chaque fois je mettais genre des gars qui étaient calibre MVP, mais bon voilà, c'est tout pour moi. Fini pour cette petite chronique, et là on va faire le point sur la course. Mais en fait on va faire le point sur toutes les courses. On va faire le point sur toutes les courses. Je vais remettre la fenêtre NBA. Clac, 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 standing. Hop. Et je vous rebalance la fenêtre NBA. On va faire classe par classe. Parce que en fait, ça mérite de faire un petit point. Alors, on attaque avec le MVP. Le MVP, tout simplement, il n'y a pas 36 débats à faire. MVP, Jokic. Nikola Jokic, indéniable. Si je dois faire mes rankings tout de suite... je vous mets Nikola Jokic sous les yeux, juste pour que vous voyez les stats. Pour moi, il y a 2 candidats, j'en parlais, c'était les 2 joueurs de la semaine, mais voilà. C'est Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est les 2 gars, je pense que Jokic le sera. Mais plus le temps passe, plus en fait je me dis Giannis il fait tellement un retour en puissance qu'il peut clairement être MVP. Je m'excuse pour cette vibration, je vais passer mon téléphone en ne pas déranger.
Mais voilà, enfin, ces deux gars qui sont sur notre planète, je pense que Embiid est quand même un petit peu un cran derrière. Quand tu vois le bilan collectif de l'équipe, 48-18 et 46-21, moi je pencherais plus du côté de Jokic. Après, je sais que la NBA n'aime pas quand les records sont cassés et quand ils ont la possibilité en votant de garder par exemple Larry Bird 3 fois MVP d'affilée. Je sais pas s'ils le donneront, mais bon, les deux méritent énormément. Je pense que Jokic, s'il ne l'est pas, ça serait un petit peu scandaleux. On enchaîne avec DPOY. DPOY, qui est DPOY? Pour moi, il y a deux contenders. Il y en a un du côté de Milwaukee également, et il y en a un du côté de Memphis Grizzlies. Voilà. Excusez-moi, c'était pas très bien organisé. Non, c'est pas Giannis, qu'est-ce que je fais? C'est notre ami Brook Lopez, qui est très très haut dans les standings, mais je pense que voilà, il y a Jaren Jackson qui est aussi là. Je pense que ce sera Jaren Jackson. Il est juste, il est énorme. Je l'ai vu jouer contre AD, etc. C'est vraiment, il y a un impact de fou. Brook Lopez également, c'est très 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 solide. Les deux ont un impact de zinzin. Je pense que l'NBA a déjà choisi sa darling globalement, c'est Jaren Jackson. Est-ce que après le statut de Memphis actuellement serait problématique et il y aurait peut-être un cancel Memphis Grizzlies player, mais je suis pas sûr. Mais les deux sont fous. Mention spéciale aussi à notre ami que j'ai vu hier, qui a éteint Eddie sans aucun souci, mais OG Anunoby, putain, il mérite totalement sa place. Pour moi, ça c'est un top 3. Je pense que ça ira du côté de Jaren Jackson parce que les stats sont plus criantes pour lui, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en 6e homme? On a les 6e hommes de l'année. Globalement, pour moi, il y a Brogdon. Il y a Brogdon et il y a Quickley, je pense, qui sont devant. Il y a aussi du Bobby Portis du côté de Milwaukee, sans aucun doute. Mais bon, Brogdon, en fait, j'en parlais tout à l'heure, mais ce qui peut ne pas être en faveur de notre ami Brogdon, c'est que les Celtics sont un petit peu dans un creux de vague et que s'ils continuent à être dans un creux de vague et qu'ils sont constants et que la fin de saison reste dans cet équilibre où finalement ils restent deuxième avec un ratio, comme on peut le voir, de, par exemple, je sais pas moi, ils vont être en 55-27, tu vois, quelque chose comme ça. S'ils sont en 55-27, ou je sais pas moi, 52-30, peut-être que ça va un petit peu donner une fausse impression que Brogdon et globalement le collectif des Boston Celtics sont moins impactants, moins tranchants, ce qui ferait que, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup la culture de l'instant, si les Knicks continuent leur miracle run et qu'ils peuvent aller chercher, je sais pas, Cleveland et se placer 4e, j'en sais rien, avec un gros run, un gros putsch, bien instauré par un 6e homme qui est Emmanuel Quickley, peut-être que ça pourrait le favoriser dans les votants. Après, voilà, comme je disais, il y a aussi notre ami Bobby Portis du côté de Milwaukee qui est très très bon, mais je pense que là actuellement, si Quickley continue à faire ce qu'il est en train de faire, ça peut vraiment leur servir à fond. Côté rookie, j'ai même pas envie d'en parler, il n'y en a qu'un seul. Bénédicte Mathurin, c'est ciao. Il n'y en a qu'un seul. Un seul et vrai rookie. C'est lui. C'est Paolo Banchero, 20 points, 6 rebonds, 3 assists. Il amène même il rend son équipe crédible, qui pourrait même la faire passer devant celle de Bénédicte Mathurin. Il a été super constant. Il a joué 60 matchs sur je sais pas combien. Sur 47. Sur 67, pardon. Très très bon. Il est seul en tête. Il est tout seul vraiment dans cette course. Il n'y a personne, je pense, pour le détrôner. Et même si Bénédicte Mathurin du côté d'Indiana a fait un très très bon début de saison et a bien carburé, je pense que là il n'y a même pas de discussion à avoir. Côté MIP, pour moi il y a 3 gars. J'ai mis Brunson, je suis sous alcool fort, mais il y a 3 gars, c'est évident. Alors on va mettre les 3. Voilà, hop, et puis hop, le premier. Alors pour moi c'est pas le premier dans la course, détrompez-vous, hop, et notre ami Brunson. Je vais vous mettre leur stats pour que vous compreniez le leap qui s'est passé. Globalement, voilà. Shai, il est passé de 24 points par match à 31 points par match. All-Star en puissance. Saison incroyable. Il a rendu son équipe extrêmement crédible, beaucoup plus qu'on ne le pensait, avec finalement un de leurs cadres, c'est-à-dire Chet Holmgren, qui n'était pas là, même si c'était un rookie, c'était 2e position. Je pense que la saison c'était pas la même avec Chet Holmgren, sans aucun doute. Il l'a rendu super compétitif, super crédible, un leap énorme en termes de progression, c'est presque plus 7 points à quelques décimales près. Ça distribue, ça prend des rebonds, c'est adroit.
fait, c'est juste super adroit, c'est super clean. Moi, ce qui peut lui faire défaut, c'est il est peut-être dans une autre course. C'était la course entre guillemets au MVP. Je mets des grosses guillemets parce qu'il a pas du tout. Les conditions ne sont pas du tout remplies pour qu'il soit MVP. Il est 12e, il est pas en play-in, c'est évident, mais il a des stats juste indécentes. Il est dans les meilleurs scoreurs de la NBA. Donc ça, c'est sûr, mais pour moi, s'il l'était, ça serait pas du tout un scandale. Le deuxième, c'est Lauri Markkanen, qui lui fait presque plus de 11 points par match. C'est incroyable. Il était un petit peu endormi du côté de Cleveland. Il a cherché sa place pendant très très longtemps en poste 3-4 dans plusieurs franchises. Là, il va du côté de Utah. Enfin, c'est Utah, mais j'ai dit Utah, je sais pas pourquoi. Du côté du Jazz de l'Utah. Ses statistiques, il les explose. Enfin, il a une adresse de fou. Il n'y a rien à dire. Il prend plus de rebonds, il fait plus de passes, il fait plus de ballons perdus. Mais il est juste trop clean. Et ce qui joue vraiment en sa faveur, c'est que Utah, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils étaient play-offables. Ils étaient play-offables déjà et ils étaient play-inables. Là, on sent qu'ils veulent viser le. Bon, déjà, il y a eu des trades foireux de la part de Danny Ainge. Je pense que Enzo pourrait mieux en parler, mais on comprend pas trop ce qui s'est passé dans ce trade. Débarrassant de Vanderbilt pour des cacahuètes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais on sent qu'ils veulent chercher le tank. Est-ce qu'on leur a promis un pic assez haut ? Je ne sais pas. Mais bon, Lauri Markkanen, il a mis le Jazz de l'Utah sur la carte. Et enfin, une progression monumentale. Le troisième, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. C'est très clean, je pense que c'est un résultat collectif globalement. Je vous rappelle, ils sont 5e et ils pourraient aller chercher un top 3 sans aucun problème en cette fin de saison. Mais Jalen Brunson, super clean. Il a pris beaucoup plus de responsabilités que quand il était à Dallas. Il est même devenu co-franchise player avec Julius Randle. Plus de 6 points par match, 5 points et demi on va dire. J'ai dit plus de 6 points, mais je suis plus de 6 points par match totalement. Plus de 6 points par presque 7 points par match qu'il prend par rapport à la saison dernière. Un certain pourcentage un petit peu plus faible, mais ça s'explique par beaucoup plus de tirs pris. Un pourcentage à 3 points, lui, qui s'est largement et nettement augmenté, une stabilisation dans ses francs, et puis ça distribue beaucoup plus en tant que poste 1-2. Et les trois, pour moi, sont devant. Je pense que celui qui mérite le plus, ça reste Lauri Markkanen, parce qu'il s'est vraiment... c'est significatif dans toutes les lignes statistiques, c'est-à-dire qu'il prend 5% en field goal, il prend 5% à 3 points, il prend un 2%, non même pas, il augmente un tout petit peu au lancer franc, puis il prend plus de 10 points, et puis il devient franchise player, il devient All-Star. Je sais pas si Jalen Brunson a été All-Star, j'ai oublié, c'est possible. Est-ce que Jalen Brunson a été All-Star ? Attendez. All-Star. Non, regardez, Jalen Brunson, stats. Est-ce qu'il a été All-Star, ce petit con ? Ça me surprendrait. Pas. Tac. Il n'a pas été All-Star. Non, il n'a pas été All-Star. Mais il y en a deux qui ont été All-Star. Shai et Lauri. Pour moi, là, la récompense doit se faire ici, sans aucun doute. À voir ce que fera la NBA, mais je pense que, en tout cas, c'était une compétition qui était super intéressante à regarder. Elle n'est pas finie, mais je pense que certains votes sont faits. Et je pense que le plus méritant restera, selon moi, Lauri Markkanen, indéniablement. Et on finit avec les coachs de l'année. Là, je ne sais pas si je pourrais vous montrer leur petite tête. Je ne suis pas sûr qu'ils ont des fiches. Mais les coachs de l'année, j'en ai sélectionné 3. Pour moi, alors il y a eu pendant très longtemps, on s'est dit putain, J.B. Bickerstaff de Cleveland, quel crack, Joe Mazzulla, évidemment, faut lui donner, oh là là, Tyler Jenkins, blablabla, j'en sais rien, Willie Green de Nouvelle-Orléans, bon, il y a eu beaucoup de noms, pour moi c'est Darvin Ham, et je me fous bien de votre gueule. Pour moi, il y a 3 noms, moi j'aurais tendance à plus récompenser Mike Brown, donc qui est le coach des Sacramento Kings, qui propose... Elle propose du poulet, enfin, c'est quoi ce poulet de fou, frère ? Ils sont en 39-26, c'était une franchise qu'on enterrait, Enzo les voyait en play-off, en play-in, moi je les voyais pas du tout, j'y croyais pas, ça fait trop de saisons que ça ne marche pas. Pour moi, c'est Mike Brown qui doit être récompensé, si je dois être très sincère. Après, il y a 2 gars, il y a Mike Malone qui a jamais été récompensé du côté de Denver, et puis il y a Bud qui a déjà été récompensé du côté de Milwaukee. Mais pour moi, Mike Brown a fait un taf de fou, et c'est dans mon cœur, ça sera lui le coach of the year. Voilà, de mon côté. Fini d'ailleurs sur le point sur les courses. Je n'ai pas adapté mon overlay, je m'excuse, je suis honteux. Mais on commence, on termine surtout cette chronique avec comment vont les Lakers, si on sera à l'heure de podcast, tout simplement. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à ma franchise. Hop là, je ferme mes petites fenêtres et on va balancer le schedules. Alors, le schedule.
parce que ils disent que. Les Lakers, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette trade deadline ? Il s'est passé qu'on a fait un énorme braquage, tout simplement. Sur ce dernier mois de NBA, globalement, putain, mais ça fait un mois en fait, ça fait un mois. Mais en ce dernier mois de NBA, on a perdu 3 fois. On a perdu 3 fois, on a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est en 8-3. Je disais 8-4 tout à l'heure parce que je comptais la défaite de Milwaukee, mais elle compte pas dans la deadline en soi, parce que les joueurs n'étaient pas encore arrivés. On a eu quand même pas mal de blessures. On a eu D'Lo qui a été écarté des parquets. On a LeBron James qui a été blessé. Mo Bamba également. Mais l'effectif est incroyable en fait. J'en parlais un peu avant, je crois. Je sais plus dans quel podcast. Mais en fait, on se retrouve avec un effectif juste formidable. Pour répondre rapidement à la question comment vont mes Lakers, ils vont merveilleusement bien. Je pense qu'ils sont dans une dynamique où ils peuvent aller chercher un top 5 sans aucun doute ici. Un top 6, top 5. Et donc s'épargner des problèmes en play-in. Après, ça irait chercher évidemment des équipes un petit peu plus compétitives. Si on est 5 ou 6e, je dis pas qu'on passe un premier tour. Ça, il y a des équipes qui sont un peu mieux préparées. Mais l'équipe a les ressources pour aller chercher un top 5, top 6 de l'Ouest, sans aucun problème, malgré des soucis monumentaux. Après, on a été aidé, on va dire, par la NBA en termes de trade. Je vais pas plus théoriser sur ça. J'ai déjà Enzo qui me souffle dans les bronches en disant que Steven Adams est invendu et que Adam Silver est invendu et que il a fait des choses pas très catholiques avec LeBron James pour lui donner tous les pics, mais globalement les trades qui ont été faits sauvent les Lakers sur cette saison. On pallie à tous les problèmes qu'on avait avant. Là, on a un effectif tellement convaincant et le banc est un des meilleurs bancs de la NBA sur les dernières rencontres. Globalement, les Lakers sur les dernières rencontres, c'est du poulet. Enfin, c'est juste incroyable. Je sais pas si j'ai la possibilité de mettre on peut pas mettre, je crois, sur si, on peut mettre sur Last 11 même. Voilà. Regular season, ouais. Hop, get stats. Voilà, sur les 11 derniers matchs, les Lakers, c'est 8 victoires, 3 défaites et ils sont 5-1 à la maison, ils sont en 3-2 à l'extérieur. C'est très fort en fait. Tous les problèmes que les Lakers avaient, c'est-à-dire un manque de shoot à 3 points, un manque de créateurs, on se retrouve avec D'Lo. En fait, on se retrouve avec un 5 majeur. Là, si je rajoute LeBron James, qui est super compétitif, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec D'Lo en 1, on se retrouve avec Malik Beasley en 2, qui est un gros shooter. Donc on a un backcourt qui artille de fou. Les deux sont à plus de 37%, je crois, à 3 points. Tu mets LeBron en 3, Jared Vanderbilt qui a fait un boulot monstre en 4, et AD en 5, et après tu as un backup où ça va être Dennis Schroeder. Et Dennis Schroeder, c'est un des... Je vais pas dire c'est comme Playoff Rondo, mais c'est un joueur, quand tu le mets sur le banc, c'est un détraqué mental. C'est pas le même joueur que quand il est dans le 5 majeur. Donc tu te trouves avec un Schroeder en 1, un Austin Reeves en 2, un Troy Brown en 3, il y a Mo Bamba est blessé, donc il joue pas, mais un Rui en 4, et après t'as un Wanyini en 5 où t'essayes d'ajuster un petit peu pour rajouter de la hauteur, et tu te retrouves avec un collectif. Et là, je vous dis, Lonnie Walker joue même pas. D'ailleurs, ça fait un peu de peine pour lui parce qu'il est un peu écarté, mais tu te retrouves avec un collectif qui est trop bien construit, et ça se voit dans les résultats. C'est-à-dire que on tape Golden State ici sans D'Lo, je crois, et juste avec AD. Bon, là on perd parce que Portland était bien trop à droit. On gagne avec la manière face à la Nouvelle-Orléans. On gagne avec la manière face à Golden State. On gagne avec la manière. Jared Vanderbilt a fait un boulot de fou face à Dallas. Ici, il y avait personne. Il y avait même pas D'Lo. Il y avait peut-être juste AD, je crois, mais on perd, donc ça fait chier. On gagne face à OKC. Ici, non, je crois que c'est ce match-là où il y avait personne. Hop là, je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Et puis là, on gagne 3 matchs super importants avec la façon de faire, mais incroyable. Là, globalement, si je vous montre les 15 derniers matchs qui restent, ça va être un match compliqué. Ça, c'est un match qui est prenable. Il n'y a même pas de question. Ces deux-là se prennent sans aucune question. Celui-là, je pense qu'il peut même se croquer s'il n'y a pas Zion ni Brandon Ingram. Celui-là, ça va être un bon match, mais s'il n'y a pas Doncic, ça se prend. Là, il n'y a pas KD, donc pareil, ça peut se prendre. Ça se prend. En fait, là, globalement, les plus gros affrontements qu'on va avoir, ça va être les Knicks, les Suns 2 fois et les Clippers. C'est les plus gros affrontements qu'on a. Sinon, après, on a vraiment la marge. Et globalement, dans ces eaux-là, LeBron est censé revenir. Là, alors je vous parle, LeBron est censé revenir dans ces eaux-là, normalement. Donc on aurait le droit à avoir un LeBron sur les 8 derniers matchs, ce qui pourrait vraiment mettre un coup d'accélérateur. Et globalement, les Lakers, ils sont trop forts.
ils sont juste trop forts. Jared Vanderbilt est un bijou de basket. Il est juste incroyable. C'est-à-dire le hustle qu'il apporte est formidable. Davis, malgré un match où il s'est fait cadenasser hier, il propose sur les 9 derniers matchs, les 5 derniers matchs, pardon, Davis, c'est une ligne de stats de tétraqué. Bah voilà, juste face à Memphis, il est en 30-22, c'est juste hallucinant. D'Lo était absent, mais on l'a vu hier ce qu'il pouvait apporter. Malik Beasley, par contre, est un petit peu en dents de scie, il a beaucoup de mal, il struggle pas mal à 3 points, mais ça n'empêche pas qu'il apporte beaucoup en défense. Et après, on a un Troy Brown de gala, et sur le banc, mais on a un Rui, Austin et Dennis qui, plusieurs fois sur différents matchs, te balancent une grosse quinzaine et à eux trois vont te mettre 60 points du banc. Et ça, c'est tellement, mais c'est du poulet de fou. Et les Lakers, voilà. Le defensive rating, je sais pas si on l'a. Faut peut-être mettre Advance. Comment on met Advance, cette merde? Non. Ah, voilà. Voilà. C'est fou, là. On va mettre les last 11. Get stat. Voilà. Si il est en train de charger. Mais voilà, on a le meilleur defensive rating de la NBA. C'est fou. On était une équipe qui était une équipe c'est une passoire, mais sur les derniers matchs qu'on a là, juste pour vous donner un ordre d'idée, là on se prend 112 points. 103, 105, 102, 117, 121, 108, 111, 102, 103, 127, il y a des accidents, évidemment, il y a des fois on prend l'eau. Mais en fait, on étouffe tout le monde, il y a une très très bonne défense, voilà, moins de 108 de defensive rating quand d'habitude t'es plus à 10 points de plus, c'est-à-dire à 118, c'est incroyable, ça distribue de fou. Ça prend énormément de rebonds. Je vais enlever les filtres, mais on va se mettre en traditionnel. Mais globalement, ça prend des rebonds de zinzin. C'est presque 50 rebonds. Ça distribue beaucoup plus. Je vous rappelle qu'on était plus autour des 21-22 assists par match. Ça perd moins de ballons. Ça va aller chercher des interceptions, etc. On se retrouve avec un field goal à 3 points à 34,5. Je vous rappelle que sur la saison, on était plutôt à 30-31, donc on prend 3 points d'adresse en plus. Pareil au field goal, on augmente, etc. En fait c'est vraiment convaincant. Je vous schématise, c'est affreux la façon dont je le dis, mais c'est juste du poulet. C'est du poulet braisé comme on aime, c'est incroyable, et c'est ce qui nous fait kiffer. Donc les Lakers vont super bien, tous les défauts sont gommés, on est la 8e attaque de la NBA. On est super, honnêtement on est super bon, et tout ça sans un LeBron James par exemple. Je sais pas si ça peut être à double tranchant, mais en tout cas les Lakers sont extrêmement rassurants, donc on croise les doigts, mais je pense que ça peut aller bien plus loin que les gens ne le pensent. Fini pour ce podcast, donc d'une bonne heure, tout simplement. J'ai essayé de bien synthétiser tout ça. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté. Je sais, Enzo n'est pas là, mais Enzo en fait travail et c'est trop compliqué parce que je suis pas mal en mouvement également aussi, donc ça bouge. Donc on n'arrive pas à faire corréler nos emplois du temps. Et vu que c'est moi qui monte les vidéos, globalement, je suis obligé de faire en fonction de moi pour essayer de vous proposer au moins du contenu toutes les semaines. J'ai envie en tout cas de finir cette expérience, même si personne nous écoute et qu'actuellement je parle tout seul, mais j'ai envie de finir cette expérience, de tenir un podcast sur une saison NBA de manière hebdomadaire. Donc voilà, je vous remercie tout simplement d'avoir écouté. Pour ceux qui sont là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne soirée et allez chercher les œufs de Pâques. Allez, ciao.